tu ne vaux rien, comme ton père, m'a dit ma mère en léguant 38 millions d'euros à mes sœurs. J'ai hérité des vieilleries de papa, une mallette. À l'intérieur, une carte de visite qui m'a mené à un appel révélant un héritage inattendu. Quand ma mère m'a regardé droit dans les yeux lors de la lecture de son testament et a dit « Tu ne vaux rien, tout comme ton père », j'ai cru que c'était le pire moment de ma vie. J'avais tort. Le pire moment est survenu 3 jours plus tard, lorsque j'ai découvert que mon père valait bien plus que ma mère ne l'avait jamais su, et qu'il l'avait laissé détruire sa réputation pour protéger sa fierté. Je m'appelle Damien Rousseau. J'ai 42 ans et je restaure des meubles dans un atelier à Belleville qui paie à peine le loyer. Ma mère, Françoise Rousseau, est décédée avec 38 millions d'euros à son nom. Elle a bâti un empire immobilier en écrasant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, y compris mon père. Mes sœurs jumelles, Blanche et Pascal, ont tout eu. Chaque centime, chaque propriété, chaque bijou qu'elle avait collectionné en 40 ans d'ascension sociale. Moi, j'ai reçu une vieille mallette qui traînait dans un placard d'entrée depuis 20 ans. Une mallette qui appartenait à mon père, Nathan, que ma mère qualifiait de plus grande erreur de ma vie à chaque dîner de Noël jusqu'au jour de sa mort. Mes sœurs ont ri quand l'avocat me l'a tendu. Pascal a même pris une photo pour son compte Instagram, avec la légende « Quand le testament de maman est plus féroce que ses affaires ». Blanche m'a proposé de m'offrir le déjeuner après, vous savez, puisque j'allais clairement avoir besoin d'un repas gratuit maintenant. La mallette était en cuir craquelé, couverte de poussière, avec des fermoirs rouillés qui s'ouvraient à peine. À l'intérieur, il n'y avait que de vieux outils de dessin, des croquis de meubles et une seule carte de visite pour une banque à la Défense. J'ai failli la jeter à la poubelle. J'ai failli laisser ma mère avoir le dernier mot, mais quelque chose m'a poussé à composer le numéro sur la carte. Quand je l'ai fait, la voix à l'autre bout du fil a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Monsieur Rousseau, nous attendons cet appel depuis 20 ans. Le compte de votre père vient d'être débloqué. Ils m'ont demandé de venir immédiatement. Ils m'ont demandé d'apporter la mallette. Et quand je suis entré dans ce coffre de banque 3 heures plus tard, quand ils m'ont montré ce que mon père avait caché toutes ces années, quand ils m'ont dit le montant de ce compte, j'ai laissé tomber mon téléphone et je l'ai entendu se briser sur le sol en marbre. Mais je m'en fichais, car soudain, j'ai compris pourquoi mon père souriait sur chaque photo. Même celle prise après que ma mère l'eut publiquement humilié lors de l'anniversaire de son entreprise. Même celle prise après qu'elle eût dit à tout le monde qu'il était un menuisier raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Mon père n'était pas un échec. C'était un homme qui aimait ma mère assez pour la laisser croire qu'elle avait bâti son empire toute seule. Et cette mallette qu'elle m'a donnée comme une insulte finale, c'était la clé d'un héritage qui faisait ressembler ces 38 millions à de l'argent de poche. Mais l'argent n'était même pas la partie la plus choquante. La partie la plus choquante était la lettre que ma mère avait laissée à la même banque, datée de la veille de sa mort, qui prouvait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait en me tendant cette mallette sans valeur. Avant que ma mère ne meure et ne bouleverse mon monde avec cette mallette, je menais une vie simple dans le 20e arrondissement. Mon appartement se trouvait au-dessus de mon atelier de restauration de meubles, rue du Faubourg Saint-Antoine. 5 pièces qui sentaient perpétuellement le vernis à bois et l'huile de citron. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures, je préparais du café dans la même tasse que mon père m'avait offerte pour mon 18e anniversaire, et je descendais travailler sur des pièces que d'autres avaient jetées. Il y avait quelque chose d'honnête à prendre des choses cassées et à les réparer. Mon père m'avait appris cela avant de mourir il y a 20 ans, quand j'avais à peine 22 ans et que je croyais encore que la famille signifiait quelque chose. De l'extérieur, l'atelier ne payait pas de mine. Restauration Damien, peint en simples lettres noires sur une enseigne que j'avais fabriquée moi-même. À l'intérieur, cependant, c'était différent. Chaque outil avait sa place, chaque morceau de bois était trié par grain et par âge. J'avais des clients qui venaient de Neuilly-sur-Seine juste pour que je travaille sur leurs antiquités. Non pas parce que je faisais de la publicité, mais parce que le bouche à oreille fonctionne quand on fait du bon travail. Je facturais des prix justes, je payais mes factures à temps et je gardais la tête basse. Ce n'était pas la vie que ma mère voulait pour moi, mais c'était la mienne. Françoise Rousseau avait été une force de la nature jusqu'au moment où son cœur s'est arrêté. 71 ans et elle concluait encore des affaires à 1 million d'euros depuis son lit d'hôpital la semaine avant sa mort. Elle avait bâti l'immobilier Rousseau et compagnie à partir de rien. Du moins, c'est ce qu'elle racontait à qui voulait l'entendre. Elle avait commencé avec un immeuble délabré à Saint-Ouen en 1985 et l'avait transformé en un empire s'étendant sur 3 régions, avec 38 millions d'euros d'actifs au moment de sa mort,
sans compter les propriétés qu'elle détenait dans des sociétés holding et des fiducies. Ma mère avait une histoire qu'elle adorait raconter lors des soirées. Comment elle avait épousé mon père jeune, avait eu 3 enfants, puis avait découvert qu'il était allergique à l'ambition. Comment elle avait dû sauver notre famille de la faillite pendant qu'il jouait avec ses scies et ses ponceuses dans le garage. Comment elle avait tout construit ce que nous possédions pendant qu'il ne construisait que des meubles dont personne ne voulait. Elle racontait cette histoire pendant que mes sœurs hochaient la tête, leurs mains alourdies de bijoux achetés avec l'argent de maman, leurs chaussures de créateur claquant leur approbation sur les sols en marbre. Blanche et Pascal, mes sœurs jumelles, étaient tout ce que ma mère désirait chez des enfants. Elles étaient vives, ambitieuses et impitoyables à leur manière raffinée. Toutes deux sont allées à HEC grâce à l'argent de maman. Toutes deux ont épousé des banquiers d'affaires qui travaillaient pour des firmes au nom compliqué. Elles vivaient dans des appartements terrasses parisiens où les charges mensuelles coûtaient plus que ce que je gagnais en 6 mois. Lors des dîners de famille, elles parlaient de diversification de portefeuille et de volatilité du marché pendant que j'étais assis là, avec des callosités aux mains et probablement encore de la sueur dans les cheveux. Damien, l'artisan, comme Pascal m'appelait, faisant sonner cela comme une maladie. Toujours en train de jouer avec le bois comme papa. Il faut bien que quelqu'un perpétue la tradition, répondais-je, et je regardais le visage de ma mère se crisper comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide. La vérité, c'est que j'ai choisi cette vie en partie pour honorer mon père et en partie pour contrarier ma mère. Nathan Rousseau avait été un homme silencieux qui travaillait de ses mains et n'élevait jamais la voix, même quand maman hurlait à propos de son dernier échec. Il m'avait tout appris sur le bois, sur l'assemblage si parfait des pièces qu'on ne pouvait voir le joint, sur la lecture du grain comme une carte. Il est mort dans un lit d'hôpital pendant que maman était à la signature d'un acte de vente. Avec son dernier souffle, il m'a dit, « La vérité attend que tu sois prêt. » Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Pas avant cette mallette. Le jour de la mort de maman, je vernissais un bureau victorien. Mon oncle Rodrigue a appelé, disant qu'elle avait eu une crise cardiaque massive dans son bureau. Le temps que j'arrive à l'hôpital, elle était déjà partie. Blanche et Pascal étaient là, déjà au téléphone avec des avocats et des comptables. Les funérailles étaient un véritable défilé du tout Paris de l'immobilier. Tout le monde racontait des histoires sur Françoise Rousseau, la femme d'affaires, la pionnière, la femme qui ne reculait jamais. À la réception, mon oncle Rodrigue m'a pris à part. Il était le seul frère de mon père. Il travaillait comme comptable pour de petites entreprises. Il n'avait jamais rien demandé à personne. « Ta mère n'a jamais pardonné quelque chose à ton père ?» a-t-il dit en sirotant un whisky. Jamais dit quoi. Mais Damien, ton père n'était pas celui qu'elle décrivait. Souviens-toi de ça quand le testament sera lu. Je pensais qu'il était ivre. Je pensais qu'il essayait juste de me réconforter pour l'héritage que je savais que je n'aurais pas. Ma mère avait été claire sur ses sentiments depuis 20 ans. J'étais le fils décevant qui avait choisi la sûre plutôt que les options d'achat d'actions. Mais Rodrigue avait l'air très sérieux quand il m'a saisi l'épaule et a dit, « Ton père était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Il aimait simplement ta mère plus qu'il n'aimait avoir raison. » Le cabinet d'avocats de Maître Jacquier et associé occupait le 40e étage d'un gratte-ciel de la Défense. Tout en verre, chrome et cuir, coûtant probablement plus cher que ce que mon atelier rapportait en un an. Je suis arrivé 15 minutes en avance pour la lecture du testament, portant la vieille montre de mon père et mon seul costume correct. Mes sœurs étaient déjà là, assises dans la salle de conférence comme des reines tenant leur cour, leurs maris les flanquant comme des gardes du corps en Armani. « Damien, tu es venu ?» a dit Blanche, comme si ma présence était surprenante. Nous discutions justement de ce qu'il fallait faire des propriétés de maman à Versailles. Bradley connaît un promoteur qui pourrait tripler leur valeur. Pascal n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Le domaine de Saint-Germain-en-Laye vaut à lui seul 12 millions d'euros. Tu imagines, 12 millions qui dorment. Maître Jacquier est entré à 10 heures précises, portant un dossier en cuir qui semblait plus lourd qu'il ne l'était. Il était l'avocat de maman depuis 30 ans, l'avait vu à travers chaque acquisition, chaque procès, chaque victoire. Son visage était celui de quelqu'un à qui on avait demandé de procéder à une exécution. « Commençons », dit-il en ajustant ses lunettes. Le dernier testament de Françoise-Marie Rousseau, rédigé un mois avant son décès. Les 10 premières minutes se sont déroulées exactement comme tout le monde s'y attendait. Des dons de bienfaisance à 3 universités, chacune étant un endroit qui avait rejeté les candidatures de mon père 40 ans plus tôt. J'ai remarqué ce détail parce que je connaissais les histoires. Puis vint le cœur du sujet,
la partie que mes sœurs attendaient. À mes filles Blanche et Pascal, je lègue l'intégralité de ma succession, tous les biens, tous les comptes, tous les investissements, à diviser en parts égales. Cela inclut Immobilier Rousseau et compagnie, toutes les participations nationales et internationales, et tous les effets personnels sauf un. Mes sœurs ont échangé des regards satisfaits. Le mari de Pascal textotait déjà quelqu'un, probablement ses partenaires de golf, pour se vanter de la fortune de sa femme. Blanche s'est penchée et m'a tapoté la main avec le genre de sympathie que l'on montrerait à un chien chez le vétérinaire. « Oh, Damien, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Nous nous assurons que tu ailles bien. Peut-être qu'on pourra t'engager pour restaurer quelques meubles pour nos maisons. Tu fais un travail si pittoresque. » Maître Jacquier s'est éclairci la gorge. Il y a plus. À mon fils, Damien, je lègue la mallette de son père qui se trouve dans le placard de l'entrée. Elle est en ma possession depuis 20 ans, intacte comme il l'a laissée. La pièce est devenue silencieuse un instant. Puis Pascal a vraiment ri. Un son court et sec, comme du verre qui se brise. Une mallette. Elle lui a laissé la vieille mallette de papa. Elle s'est tournée vers son mari. 20 ans dans ce placard, et maman l'a gardée juste pour marquer un point. C'est tout, Françoise. Maître Jacquier a continué à lire, sa voix se faisant plus basse. Puisses-tu enfin comprendre que choisir sa voie ne mène nulle part. Tu ne vaux rien, tout comme Nathan. La mallette doit être remise à Damien immédiatement comme la dernière leçon que je puisse enseigner sur les conséquences du potentiel gâché. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Même mes sœurs semblaient mal à l'aise maintenant. La tape condescendante de Blanche s'est transformée en une pression gênée. Au moins, c'est du cuir véritable, a-t-elle offert faiblement. Tu pourrais la restaurer, la vendre pour quelques centaines d'euros. Maître Jacquier a quitté la pièce et est revenu avec la mallette. Du cuir marron, craquelé par l'âge, les coins en laiton devenus verts avec l'oxydation. Elle ressemblait exactement à quelque chose qu'on trouverait dans une brocante pour 20 euros. Il me l'a tendue avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quelque chose entre la pitié et l'inconfort. Il y a des papiers à signer, a-t-il dit à mes sœurs. Damien, vous êtes libre de partir. Je me suis levé, tenant cette mallette comme si elle pesait une tonne. Le voiturier du parking m'a regardé passer, portant tout mon héritage, tandis que mes sœurs restaient à l'étage pour se partager 38 millions d'euros. L'un d'eux, un jeune d'un accent grave peine 20 ans, m'a même demandé si j'avais besoin d'aide pour la porter jusqu'à ma camionnette. J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. De retour dans mon atelier, j'ai posé la mallette sur mon établi et je l'ai fixée pendant 1 heure. C'était l'insulte finale de ma mère, sa dernière chance de me dire que je n'étais rien. Même d'outre-tombe, elle avait besoin que je sache que choisir d'être comme mon père était le mauvais choix. J'ai ouvert les fermoirs lentement, ne m'attendant à rien, et trouvant exactement ce que je pensais. À l'intérieur se trouvaient les vieux outils de dessin de papa, ceux qu'il utilisait pour esquisser des designs de meubles à la table de la cuisine. Un compas, une équerre en T, des crayons usés jusqu'au bout. En dessous, il y avait des croquis de meubles, des dessins détaillés de pièces que je me souvenais de mon enfance. Et tout au fond, glissée dans une poche d'angle comme une pensée après coup, se trouvait une seule carte de visite. Crédit Audry et Associés, La Défense, fondée en 1894. Un numéro de téléphone imprimé en lettres en relief. Rien d'autre. Pas de nom, pas d'adresse, juste le strict minimum d'informations sur un papier cartonné couleur crème qui avait jauni avec le temps. Je l'ai retourné, cherchant quelque chose de plus, une explication. Le dos était vierge. Pendant 3 jours, cette carte de visite est restée sur mon comptoir de cuisine, à côté de la cafetière. Chaque matin, je la regardais en attendant que le café passe, me demandant si appeler ne mènerait qu'à plus d'humiliation. Peut-être que c'était un vieux compte avec quelques centaines d'euros. Peut-être qu'il était fermé depuis des décennies et que le numéro sonnerait dans le vide. Peut-être que cela faisait partie de la blague cruelle de ma mère, m'envoyant dans une quête sans espoir pour prouver que mon père n'avait rien laissé derrière lui. Mais les derniers mots de mon père résonnaient dans ma tête. La vérité attend que tu sois prêt. Il l'avait dit avec une telle certitude, allongé dans ce lit d'hôpital avec des machines qui bipaient autour de lui, ma mère étant notoirement absente car elle avait une signature importante. J'avais porté ces mots pendant 20 ans, et maintenant cette carte semblait être la clé pour les comprendre. La 3e nuit, j'étais assis dans mon atelier, en train de finir le bureau victorien sur lequel je travaillais quand maman est morte.
Le grain était parfait sous mes mains, lisse comme de la soie après des heures de ponçage. Mon père m'avait appris que le bois ne ment jamais. Il montre chaque défaut, chaque force, chaque histoire dans ses anneaux. En appliquant la dernière couche d'huile, j'ai pris ma décision. Demain, j'appellerai le numéro. Le jeudi matin, à 9 heures précises, j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde, sa voix nette et professionnelle. Crédit Audry, fondé en 1894. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai trouvé cette carte dans les affaires de mon père. Il s'appelait Nathan Rousseau. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a reparlé, son ton complètement différent. Veuillez patienter. De la musique classique a joué pendant peut-être 30 secondes avant qu'une autre voix ne se fasse entendre. Masculine, plus âgée, avec le genre de formalité qui appartenait à une autre époque. Est-ce que je parle à Damien Nathan Rousseau? Oui. Fils de Nathan Jacques Rousseau, né le 15 avril 1960. C'est exact. Monsieur Rousseau. Je m'appelle Charles Audry. Je suis le président du Crédit Audry. Nous attendons cet appel depuis 20 ans. La fiducie de votre père a des instructions très spécifiques. Vous devez venir à notre bureau de la Défense immédiatement. Apportez la mallette et vos pièces d'identité. Pouvez-vous être ici pour midi? Ma main tremblait en écrivant l'adresse. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Pas par téléphone, monsieur Rousseau. Votre père était très précis sur les protocoles. Midi aujourd'hui si possible. Cette affaire a assez attendu. J'ai fermé l'atelier, pris une douche, remis mon beau costume et pris le RER pour la Défense. La mallette me semblait plus lourde qu'avant. Ou peut-être était-ce juste le poids de ne pas savoir dans quoi je m'engageais. L'immeuble de la banque était l'incarnation de la vieille fortune, granit et laiton, des uniformes de portier qui semblaient être portés depuis les années 50. Le hall avait le genre de marbre qui n'était plus extrait, le genre de lambris qui prenait des mois à installer pour des maîtres artisans. L'opérateur de l'ascenseur, un véritable opérateur d'ascenseur en 2025, m'a emmené au 7e étage sans que je dise un mot. Il savait où j'allais. Le couloir était silencieux, à l'exception de mes pas, menant à une porte marquée simplement banque privée. Monsieur Audry m'a accueilli lui-même, un homme dans la soixantaine d'Ixelles avec des cheveux argentés et des mains qui n'avaient jamais tenu un outil plus lourd qu'un stylo plume. Sa poignée de main était ferme, cependant, et ses yeux étaient vifs alors qu'il étudiait mon visage. Vous lui ressemblez, dit-il. Les mêmes yeux, la même mâchoire. Veuillez me suivre. Il m'a conduit à travers un labyrinthe de bureaux jusqu'à une pièce qui ressemblait plus à une bibliothèque juridique qu'à une banque. 3 autres personnes attendaient. 2 hommes plus jeunes en costume et une femme avec un bloc de sténo. Sur la table se trouvaient des documents, des tampons et ce qui ressemblait à du matériel de prise d'empreintes digitales. Avant de continuer, a dit monsieur Audry, nous devons vérifier votre identité au-delà de tout doute. Les instructions de votre père étaient extrêmement précises. Test sanguin pour l'ADN, empreinte digitale et 3 formes d'identification avec photo. Un test sanguin pour un compte en banque? Monsieur Rousseau, ce n'est pas juste un compte en banque. Votre père a établi cette fiducie avec des conditions qui peuvent sembler excessives, mais je vous assure qu'une fois que vous comprendrez son contenu, vous apprécierez sa prudence. L'heure suivante a été surréaliste. Une infirmière est apparue pour prélever du sang. Mes empreintes digitales ont été prises numériquement et à l'encre. 3 notaires différents ont vérifié mon identité et ont été témoins de mes signatures. Monsieur Audry a personnellement supervisé chaque étape, vérifiant et revérifiant chaque document. Votre père, a-t-il dit pendant que nous attendions la vérification finale, était l'un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Il est venu nous voir il y a 20 ans avec une demande très inhabituelle. Il voulait créer une fiducie qui ne serait accessible que par vous, seulement après le décès de votre mère, et seulement si vous veniez vous-même avec cette mallette. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait être si important? Monsieur Audry s'est levé alors qu'un des jeunes hommes hochait la tête. Confirmation. Toutes les exigences ont été satisfaites. Maintenant, monsieur Rousseau, laissez-moi vous montrer ce que votre père a laissé derrière lui. Veuillez apporter la mallette. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Monsieur Audry m'a conduit à un ascenseur que je n'avais pas remarqué auparavant, caché derrière un panneau dans le mur boisé. Il a inséré une clé et a appuyé sur B3. Nous sommes descendus en silence,
mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. La poignée de la mallette était glissante de la sueur de ma paume. Le niveau du coffre-fort ne ressemblait en rien aux banques de cinéma. Pas de porte en acier spectaculaire ou de roue qui tourne, juste un couloir silencieux avec des pièces numérotées, et le genre de silence épais qui vient du fait d'être profondément sous terre. Monsieur Audry s'est arrêté à la porte 17, a entré un code, puis m'a demandé de placer ma main sur un scanner. La serrure s'est ouverte avec un bruit de finalité. À l'intérieur se trouvait une table de conférence, des murs de coffre-fort et plusieurs classeurs qui semblaient plus vieux que moi. Monsieur Audry m'a fait signe de m'asseoir, puis a sorti un portefeuille en cuir d'un des classeurs. Monsieur Rousseau, a-t-il commencé, ses mains tremblant légèrement en ouvrant le portefeuille. Votre père n'était pas seulement un fabricant de meubles. Il détenait 17 brevets pour des designs de meubles qui ont révolutionné l'industrie hôtelière. Le système de cadre de l'immodulaire utilisé dans tous les grands hôtels du monde? C'est le sien. La table de conférence empilable devenue la norme dans les bureaux à travers l'Europe? Son design. Le système d'étagères antisismiques obligatoire dans les hôtels en zone à risque? C'est votre père qui l'a créé. Il a poussé un document sur la table. Des numéros de brevets, des dates d'enregistrement, et en bas, un décompte courant des redevances. Mes yeux ne pouvaient pas traiter le nombre au début. Trop de chiffres. La fiducie détient actuellement 347 millions d'euros. Le téléphone que je tenais pour enregistrer la conversation m'a glissé des doigts engourdis. Il a heurté le sol en marbre avec un craquement qui a résonné dans le silence. L'écran s'est fissuré en toile d'araignée, mais je n'ai pas bougé pour le ramasser. C'est impossible, ai-je chuchoté. Mon père est mort sans le sou. Ma mère a dit qu'il n'avait laissé que des dettes. Votre père n'a jamais été sans le sou, monsieur Rousseau. C'était un génie silencieux qui a choisi de rester invisible. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Audry a sorti un autre document. Connaissez-vous Immobilier Rousseau et compagnie? L'entreprise de ma mère? Non, monsieur Rousseau. L'entreprise de vos parents. Votre père possédait 40% d'Immobilier Rousseau et compagnie. Il en était l'associé fondateur. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. Ça ne peut pas être vrai. Maman a bâti cette entreprise toute seule. Elle a dit à tout le monde qu'elle était partie de rien. Elle est partie de l'identification par votre père de propriétés sous-évaluées, de ses évaluations architecturales, de ses plans de rénovation. Chaque acquisition majeure d'Immobilier Rousseau au cours de ces 10 premières années était basée sur l'analyse de votre père. C'est lui qui a reconnu le potentiel de ce premier immeuble à Saint-Ouen. Il a conçu chaque rénovation pour les 15 premières propriétés. Votre mère était la façade, la négociatrice, celle qui s'occupait des banques et des acheteurs. Mais votre père était la fondation. Monsieur Audry a sorti boîte après boîte de documents, des contrats avec les signatures de mes deux parents, des dessins d'architecture de la main distinctive de mon père, des évaluations de propriété tapées sur sa vieille machine à écrire, celle avec la touche E qui collait. Il n'a jamais vendu ses parts, a poursuivi monsieur Audry. Jamais touché aux dividendes. Tout s'est accumulé dans cette fiducie pendant 20 ans. Avec la valorisation actuelle de l'entreprise, vos 40% valent environ 200 millions d'euros. Je ne pouvais plus respirer. Les chiffres étaient impossibles. La réalité trop grande pour tenir dans ma tête. Puis monsieur Audry a placé une enveloppe Kraft devant moi. Votre père a laissé des lettres, une pour chaque année qu'il savait qu'il manquerait. Celle-ci est marquée à ouvrir en premier. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture de mon père, soignée et précise. Damien, ta mère avait besoin de croire qu'elle avait tout construit toute seule. C'était la seule façon pour elle de se sentir forte après que son père lui ait dit que les femmes ne pouvaient pas réussir en affaires. Je lui ai fait ce cadeau, mon silence, ma réputation, tout. Parce que je l'aimais. Elle était brillante, intrépide, et méritait d'être vue comme le succès qu'elle était. Mais je ne pouvais pas la laisser prendre ton héritage. Le monde a raconté son histoire. Cette fiducie raconte la mienne. Les clés de l'atelier sont dans le compartiment secret de la mallette. Appuie sur les coins en laiton simultanément. Il n'a jamais été vendu. Il est entretenu. Il attend. Les outils de ton arrière-grand-père y sont encore. Construis quelque chose de beau. Je t'aime, papa. J'ai trouvé le compartiment secret exactement là où il l'avait décrit.
À l'intérieur se trouvaient des clés et une autre enveloppe. Celle-ci, de l'écriture de ma mère, datée de la veille de sa mort. Monsieur Audry a semblé surpris. Elle est venue ici, dit-il doucement. La veille de son décès. Elle a insisté pour laisser quelque chose dans le dossier de fiducie de votre père. J'ai ouvert la lettre de ma mère avec des doigts tremblants. Je sais ce que tu vas trouver. Je sais ce que Nathan a fait. J'ai passé 40 ans à le détester de m'avoir aimé assez pour me laisser le haïr. La mallette n'était pas une insulte, Damien. C'étaient les seules excuses que j'ai pu formuler. Ne me pardonne pas, sois simplement meilleur que nous ne l'avons été. Construis quelque chose de beau, comme ton père l'a toujours dit. Maman. Je suis resté assis dans ce coffre pendant 1 heure de plus, lisant les lettres de mon père. 20 ans de vœux d'anniversaire. 20 ans de conseils sur le grain du bois et les choix de vie. 20 ans de l'amour d'un homme mort, soigneusement préservé dans des enveloppes scellées. Monsieur Audry a demandé à sa secrétaire de m'apporter de l'eau et des mouchoirs, bien que je n'ai réalisé que je pleurais que lorsqu'elle me les a tendus. Le lendemain matin, j'ai appelé mes sœurs. La mallette contenait des informations sur la succession de papa. Pouvez-vous me retrouver à son ancien atelier demain? Amenez vos maris. Pascal Harry. Ce même son sec que lors de la lecture du testament. Quelle succession? Quel atelier? Maman a dit qu'il était mort avec rien que des dettes et qu'elle avait vendu son espace de travail il y a 20 ans pour les couvrir. Venez simplement. 14 heures. Je vous enverrai l'adresse par texto. L'atelier se trouvait à la plaine Saint-Denis, dans une zone industrielle qui avait résisté à la gentrification. De l'extérieur, il avait l'air abandonné. Les fenêtres étaient occultées. L'enseigne menuiserie et nerfs sur mesure était presque effacée. Mais quand j'ai utilisé les clés de la mallette, quand ces serrures ont tourné en douceur, je suis entré dans un morceau parfaitement préservé de la vie de mon père. L'espace était immense, 1000 mètres carrés de machines, d'établis et d'outils. Tout était recouvert de draps, mais en dessous, l'équipement était impeccable. Une note sur l'établi principal expliquait que Monsieur Audry avait organisé un entretien mensuel pendant 2 décennies, payé par la fiducie. L'électricité s'est allumée quand j'ai actionné les interrupteurs. Le système de ventilation s'est mis en marche et soudain, j'ai pu le sentir à nouveau. La sueur et l'huile de citron, l'odeur de mon enfance. Mes sœurs sont arrivées dans des Mercedes séparées, leurs talons claquant sur le béton alors qu'elles approchaient. Leur mari avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quand j'ai relevé la grande porte métallique et révélé l'atelier, Blanche a eu le souffle coupé. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré en entrant lentement. Maman a dit qu'elle avait vendu ça pour payer les dettes de papa. J'ai retiré les bâches des murs, révélant des brevets encadrés, des photographies et des lettres de remerciement. Il y avait papa serrant la main d'un président. Papa debout à côté d'un lit dans ce qui était clairement le palais de l'Élysée. Papa avec le PDG d'une grande chaîne hôtelière, tous deux souriant devant un contrat. Papa a conçu des meubles pour 12 administrations présidentielles, ai-je expliqué, en regardant le visage de Pascal passer par la confusion, l'incrédulité et quelque chose comme du chagrin. Chaque pièce signée est née dans des hôtels de Paris à Tokyo. C'est ça, Nathan Rousseau. Il détenait 17 brevets qui ont changé l'industrie du meuble. Maman le savait. Elle le savait depuis le début. Blanche pleurait maintenant. Son mascara coulait en traînées noires. Pourquoi ne s'est-il pas défendu quand maman l'a humilié à l'anniversaire de son entreprise? Quand elle a dit à tout le monde qu'il était un raté, pourquoi n'a-t-il rien dit? Parce qu'il l'aimait plus qu'il n'aimait avoir raison. Je les ai conduits dans un coin de l'atelier où 3 chaises étaient assises sous des draps blancs. En dessous se trouvaient 3 pièces identiques, de taille enfant, faites en merisier avec des joints incroyablement parfaits. Chacune avait une plaque de laiton avec nos noms et dates de naissance. Il les a faites quand vous êtes nés, ai-je dit à mes sœurs. Maman lui a dit de les jeter parce qu'elles ne correspondaient pas à son esthétique. Il les a gardées ici. Pascal a pris sa chaise comme si elle était faite de verre filé. Pour la première fois depuis que nous étions enfants, je la voyais sans son armure de sarcasme et de supériorité. C'est magnifique, a-t-elle chuchoté. C'est si beau. Nous sommes restés assis dans cet atelier pendant des heures. Je leur ai parlé de la fiducie, des brevets, des 40% de papa dans l'entreprise de maman. Je leur ai montré ses lettres, ses dessins, la preuve d'une vie vécue délibérément dans l'ombre. Leurs maris ont essayé de poser des questions sur l'argent, sur les valorisations, mais mes sœurs les ont fait taire.
Il ne s'agissait plus d'argent. 6 mois plus tard, l'atelier a été transformé en Fondation Nathan Rousseau pour la formation artisanale. Nous offrons une formation gratuite à quiconque veut apprendre un métier. Mes sœurs viennent chaque semaine, assises dans ces chaises que papa a faites, apprenant à travailler de leurs mains pour la première fois de leur vie. Blanche a découvert qu'elle avait un talent pour la sculpture. Pascal a appris à utiliser le tour et n'a pas consulté son téléphone une seule fois pendant le cours. Je garde la mallette dans une vitrine à l'entrée avec une petite plaque. Parfois, le plus petit héritage porte la plus grande valeur. En mémoire de Nathan et Françoise Rousseau, partenaires en toutes choses, même dans l'incompréhension. Les cendres de mes parents reposent ensemble sur le manteau de la cheminée de mon bureau, leurs photos à côté. Maman, féroce et fière. Papa, calme et souriant. Ils avaient tous les deux raison à leur manière. Maman m'a appris à me battre. Papa m'a appris quand ne pas le faire. 40 ans de colère, 20 ans d'attente, et une vieille mallette. C'est ce qu'il a fallu pour que notre famille apprenne que l'amour n'est pas toujours doux. Parfois, il est silencieux, parfois il est patient, et parfois, il ressemble exactement à un sacrifice.